tu vas voir n'importe quel film de super-héros et limite tu te demandes même si les acteurs sont pas fake. Non mais c'est ça, Là, mais limite même, enfin ce qui est intéressant avec HeroCorp c'est que bon oui c'est So French, c'est Made in France, c'est un peu paumé machin, mais en fait c'est presque peut-être parfois plus intéressant même qu'un Marvel Cinematic Universe, parce qu'on n'a pas, parce que des fois il y a des films Marvel quand même en termes d'effets spéciaux et tout, ça pique les yeux quoi, et puis la façon dont les personnages sont bien écrits, développés et tout, c'est 20 fois mieux écrit voilà, que dans un film Marvel. C'est-à-dire que comme ils savent qu'ils ils vont pas pouvoir nous en mettre plein les yeux avec les effets spéciaux, du coup ils centrent le gros on va dire du travail sur d'autres choses, c'est-à-dire les personnages, bon plus les personnages que l'intrigue pour le coup, mais les personnages, enfin ces trucs là et le ton quoi. Et le ton, voilà, le ton, voilà. Les dialogues. Alors que et perso je préfère. Je m'en fous moi qu'un film soit pas genre forcément magnifique visuellement, tu vois. Je vais pas au cinéma pour regarder un spectacle, je vais pour voir une histoire et des personnages. Et donc je préfère ce genre de série qui est quand même moins lourde sur les effets spéciaux mais avec des bons personnages qu'aller voir un Marvel où ça va être joli mais tu vas oublier l'histoire 2 minutes après. Ouais, sauf exception. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, sauf. Ouais, c'est surtout DC Comics qui est pas bon. Mais du coup, sur HeroCorp, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il privilégie le direct et le FX vient soutenir en fait. Forcément il y a des personnages qui ont des pouvoirs donc t'as pas le choix, mais après il y a très peu de fond vert, de machin comme ça et tout. Donc c'est bien. La saison 3 il y a un très gros boulot de maquillage parce qu'il y a des bêtes. Franchement, alors il y a un petit making of dans ce magnifique coffret en vente depuis le 27 décembre. Et pour la saison 5, là ça a été bizarre parce que quand France 4 a pris HeroCorp saison 3, saison 4, ça s'est très vite enchaîné. La saison 3 avait bien marché et la saison 4 est arrivée très vite et Simon a pu imposer de nouveau un format un peu plus long, format de 15 minutes qui est plus agréable. Et par contre sur la saison 5 il y a eu beaucoup de difficultés parce que c'était la dernière saison, qu'il y avait beaucoup d'attentes justement. Nous nos attentes c'est de certains personnages qui n'ont pas fini d'être développés et tout, mais il y a d'autres gens qui avaient d'autres attentes sur cette saison 5, donc il a dû prendre en compte un petit peu ça. Et c'est une des séries qui a été une des saisons qui a été les plus dures à produire. C'est une première session de tournage et en fait un partenaire financier a lâché la série. Simon Astier est tombé gravement malade aussi, donc le tournage a été interrompu pendant 9 mois et il y a eu une nouvelle campagne de crowdfunding pour remplacer ce partenaire financier. Et en fait ça a dépassé tous les espoirs de Simon parce qu'ils ont eu le double de ce dont ils avaient besoin, et donc ils ont fait une deuxième session de tournage. Donc la preuve que ce genre de série plaît aussi quoi. Oui, et bien moi sûr. Je trouve que si on n'en parle pas tant que ça sur les, je trouve, c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo, c'est que il y a une grosse communauté de fans, il y a des grosses pages Facebook etc., mais il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube, sur les chaînes YouTube qui en parlent. Et même les trucs français de manière générale, parce que moi je regarde un petit peu, on parle pas trop des séries françaises de manière. Pourtant il y en a des bonnes, même Kaamelott qui est quand même assez populaire, il n'y a pas tant de vidéos que ça qui sont faites sur Kaamelott. Moi je voulais revenir vite fait sur le ton aussi un peu de la série, parce qu'il y en a qui vont dire c'est Simon Astier, il y en a peut-être qui sont tombés sur les épisodes puis qui trouvent que ça ressemble trop à Kaamelott en termes de temps et tout. Dans la première saison, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes avec Kaamelott. Surtout au niveau des répliques ou même des tons d'humour. Par exemple, t'as des personnages qui n'ont pas le sens d'orientation, t'as des personnages qui prennent des mots pour d'autres mots. Voilà, on retrouve vraiment un peu le genre d'humour à la Perceval en fait. Et moi ça m'a un petit peu gênée dans la première saison parce que je me dis ah ouais, c'est de l'humour que j'ai déjà vu ailleurs et mieux fait en fait. Et je trouve par contre qu'il s'est énormément détaché de ça dans les saisons d'après. Plus on avance et plus il a personnaliser son écriture. Après, moi j'ai eu moins ce défaut-là, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé HeroCorp, c'est vrai qu'on retrouve des trucs comme tu dis, sans orientation, où quand il arrive dans le village, personne ne peut le saquer, tout le monde essaye de le tuer, en particulier Mick. Puis qui êtes-vous? Pardon? Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est-à-dire? C'est vrai qu'il y a des similitudes, mais en même temps, c'est le demi-frère d'Alexandre Astier. Oui. Il jouait Yvain dans Ils ont été élevés dans la même famille. Il jouait Yvain. C'est normal. Donc, comme on disait, c'est-à-dire que ça aurait été quelqu'un de tout à fait extérieur à la famille Astier, on aurait dit donc Coco, arrête de copier, tu copies quoi. Alors que là ça passe parce que c'est la même famille. Voilà, on va dire que c'est une marque, c'est une patte, comme Michel Audiard en avait une, comme voilà. Et ben là, la famille Astier, je pense parce que même Lionel quand il joue et tout, on reconnaît leur jeu à tous. Donc voilà. Et oui, donc et au fur et à mesure, par contre, plus on avance et plus l'écriture, l'humour est beaucoup plus lié à ces personnages finalement et tout, à l'évolution de ces personnages. Ouais, il y a vraiment une identité. Et de toute façon,
même dans ce qu'ils vendent à la base, c'est que Kaamelott, à la base, c'est quand même un format court, des petits sketchs un peu style voilà, un gars, une fille, ce genre de série là. Après, bon, c'est développé en autre chose, mais à la base c'était ça. Alors que là, HeroCorp, dès le début, il y a quand même une histoire, il y a un fil rouge, il y a un enjeu, les épisodes sont plus longs, c'est pas juste des sketchs qui s'enchaînent. Alors, je dis pas que c'est pas bien, Kaamelott, j'adore aussi, mais déjà, voilà, dans l'offre, c'est quand même différent de Kaamelott, donc faut pas s'attendre à un truc où si jamais vous aimez Kaamelott, vous n'allez pas forcément aimer HeroCorp et inversement, voilà. Mais même pour ceux qui, moi je sais que je suis très fan des dernières saisons de Kaamelott, les deux dernières saisons de Kaamelott qui sont en format long machin, ça ressemble pas du tout à HeroCorp non plus. Donc c'est pas du tout dit, je connais plein de gens qui adorent Kaamelott qui n'ont pas accroché à HeroCorp, donc ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, et vice versa. Moi je connais quelqu'un qui est très fan d'HeroCorp et qui aime bien Kaamelott mais sans plus. Quoi. Voilà, Puis il y a aussi la différence, c'est que HeroCorp il faut suivre. Alors que Kaamelott, on peut prendre des épisodes comme ça juste pour rigoler par exemple. Moi c'est pour ça que j'ai jamais regardé HeroCorp avant ça, parce que je suis déjà tombée dessus par hasard sur France 4. Mais comme je le voyais quand même au bout de 2 minutes qu'il y avait quand même une histoire en amont, je me disais bon bah c'est bon, c'est pas la peine, je vais rien comprendre. Et en plus de fait, encore une fois, que c'est un peu décousu au niveau de l'intrigue, tu peux pas juste prendre un épisode comme ça et espérer accrocher, c'est pas possible. Ah bah oui, non. Donc faut vraiment regarder au moins une saison pour se faire une idée, quoi. Pour se faire une idée. Et voilà, il y a un petit clin d'œil aussi, ce qui est amusant, c'est que dans HeroCorp, un peu comme dans Kaamelott, Simon fait travailler sa famille, parce que là où dans Kaamelott on avait les parents d'Astier, sa belle-mère, machin et tout, bah là justement celle qui joue la mère d'Arthur dans Kaamelott, bah là elle joue Mégane, la maman de Jennifer, Josette Brevon, donc il y a Lionel, son père, voilà, je sais plus qui d'autre, mais voilà. Bon, par contre sur HeroCorp il y a beaucoup plus d'acteurs réellement castés. Simon il a intégré aussi au casting des gens qui viennent d'un petit peu tous les supports audiovisuels. Dans la saison 3, le Palmacho font Oman et Ferman. Il y a Arnaud de Samer aussi. Il y a Arnaud de Samer qui fait Captain Sport Extrême. On sait pas trop ce que c'est son pouvoir en fait à Karine. C'est qu'il est super résistant. Ouais, il est super résistant. Et puis Karine il s'appelle, parce que pareil il y a des prénoms, j'aime bien, moi c'est les mecs qui ont des prénoms féminins. Il y a le maire qui c'est marrant qu'il ait pas appelé Carin d'ailleurs. Il y a le maire qui s'appelle Cécile. Ah, Cécile ça peut être masculin. C'est vrai. Ouais, c'est comme Leslie. Leslie ça peut être masculin. C'est ouais. Les prénoms dans les supports, voilà. Et donc c'est vrai que c'est intéressant, voilà, des mecs comme Manu Payet, Baptiste Le Caplin, Justine Le Potier aussi, pour ceux qui connaissent Le Visiteur du Futur, qui est une vraie web série, donc c'est ça qui est bien aussi. Et puis à côté de ça, des acteurs beaucoup plus confirmés, comme Hubert Saint-Macary qui joue Hoodwink, qu'on retrouve presque dans toutes les saisons, et qui est un acteur qui travaille depuis 30 ans, qui a beaucoup travaillé au cinéma, qui est pote avec Gérard Jugnot, qui a joué dans Casque Bleu, qui a joué dans des films comme ça, et qui là se retrouve qui vient avec des jeunes dans une série comme ça et tout, et c'est cool. Après je trouve aussi que le jeu d'acteur de la saison 1 pouvait être un petit peu maladroit quelquefois. Oui. Surtout Marie, malheureusement. Enfin, je l'aime beaucoup, mais je trouve que l'actrice, dans les premières saisons, c'était pas ça. Agnès et Bourré, ça a l'air d'être l'opinion assez générale aussi quand je regarde les forums, machin et tout. Ah, pourtant, après, ça évolue. Après, oui, ça évolue. Enfin, voilà, on peut dire que de toute façon, la saison 1, elle a ce côté un petit peu maladroit des débuts. Enfin, moi, je trouve ça mignon, voilà. Oui, puis je pense que quand ils ont fait la saison 1, je pense pas que Simon pensait que ça marcherait, et puis que voilà, que ça allait autant se développer, parce que même en termes d'écriture, je veux dire, quand les 2 premières saisons étaient finies, sa saison 3 et 4 les avait pas. Il a fait la saison 3, au début à la fin de la saison 3, McCormack se fait tirer une balle dans la tête et il se réveille au début de la saison 4. En fait, il est immortel. Lionel Astier le savait pas à l'époque, il l'a lu dans le scénario, il a dit bah si je l'avais su avant, je l'aurais peut-être joué différemment, mais il dit je pense que Simon me l'avait pas dit pour que je le joue comme ça. Et en fait, il y a aussi justement ce côté-là où on a parfois l'impression, justement parce qu'ils savaient pas trop où ils allaient, forcément, il y a le côté un peu tiré par les cheveux, le côté un peu limite fanfiction en fait, où tu vas étendre un point que tu n'avais pas du tout voulu étendre à la base, et tu vas dire ah bah tiens, bah tant pis, on va jouer avec ça, voilà. Donc ça peut en perturber quelques-uns, et je pense que c'est pas une série justement pour les gens qui analysent trop, qui réfléchissent trop et machin, et moi j'étais la première vraiment à m'étonner du fait que j'ai aimé la série. Parce que tout le long de la série, je me suis dit mais ça a pas de sens, mais ça a pas de sens, mais ça a pas de sens, mais ça a pas de sens. Et au final, j'ai quand même tout regardé, j'ai kiffé. Donc, c'est pas total what the fuck non plus. Hein, c'est à tenter, c'est à tenter. Mais c'est vrai qu'il y a des incohérences, mais qui ont toujours été assumées par Simon Astier. Moi, je sais qu'à une époque, je l'ai suivi pas mal dans les mangas shows, machin et tout. Et puis, dans les interviews, il disait oui, mais je sais, mais voilà, moi, je reste comme ça. C'est comme la fin de la saison 5, hein, forcément, il y a plein de gens qui s'attendaient à plein de trucs. Bon, bah, à la fin de la saison 5, ils combattent les robots, puis machin, et puis il y a un peut-être personnage qui est mort, et puis l'autre qui va bien.
Moi je sais qu'il y a un personnage qui meurt normalement à la fin de la saison 5 et qui refont revenir mais que c'est pas vraiment lui. J'ai trouvé ça nul, j'aurais préféré qu'il reste mort. Il y a des frustrations parce qu'il y a des choses qui sont pas... Voilà, The Lord, il reviendra jamais. La dernière fois que vous le verrez, ça sera dans la petite web-série qui est parallèle à la saison 3 qui s'appelle La Voix de Kill. Qui est celui qui s'occupe des archives en fait. Donc c'est drôle. Alors ça tu vois c'est une idée géniale. Les archives de HeroCorp, c'est les comics de la série, c'est génial. Les comics sont les journaux en fait que lisent les personnages. Ce qui se passe et tout. Et je trouve que c'est tout con hein, mais c'est une putain d'idée. Ouais, ça marche bien. Et ça marche vraiment bien quoi. Hero News ça s'appelle. Pour en revenir aussi au côté transmédia, c'est vrai que moi pour le coup c'est un truc que j'apprécie aussi et qui, je sais pas pourquoi on fait pas plus souvent, mais même aux États-Unis, hein, c'est pas un truc qui se fait trop. Non. Le côté justement d'étendre l'univers avec d'autres médias, genre je sais pas des web-séries ou même des livres ou des trucs comme ça. Et pourtant moi je trouve que ce serait vachement plus intéressant que juste balancer des suites au cinéma tout le temps et tout ça. Je pense surtout qu'on a une communauté quand même très très branchée sur internet, surtout par exemple avec Netflix. Je pense qu'il y a moyen de faire des petits courts-métrages, tout ça sur Netflix pour justement venir alimenter, on va dire, un film ou un phénomène culturel, ce qui permettrait de faire autre chose que juste balancer des suites continuellement au cinéma, quoi. Parce que là où les 2 premières saisons se suffisent à elles-mêmes, à partir de la saison 3, il y a une chier de trucs autour. Sur la saison 3 et 4, il y a à chaque fois une web-série parallèle, La Voix de Klaus. La voix aussi de... dans la saison 4. La voix de Kill après. Et la voix de Kill sur la saison 3. Vous avez tous des petits trucs interactifs du début de la saison 3. Il y a le livre interactif aussi. Il y a le livre interactif, il y a des petites vidéos là avant la saison 5 où juste pour vous montrer où est Julien, qui est joué par Jonathan Cohen. Ah oui, Julien Crocodile. C'est le fils d'Oudwin qui on l'a Et en plus, c'est même pas genre, l'accent est même pas vraiment mis là-dessus. Non. C'est moi quand je l'ai appris, c'est justement dans la petite web série avec lui, j'ai fait quoi, c'est son fils. Il y a 2-3 petits épisodes de web série, je sais plus comment, qui racontent l'histoire de personnages qu'on n'a pas vus à ce moment-là et tout, et on voit Julien et on découvre qu'en fait c'est le fils d'Oudwin, d'où son importance. Oui, parce qu'on comprend pas. Plus qu'on ne le pense dans le livre 3 on comprend pas pourquoi est-ce que Hoodwink le garde alors que c'est un connard qui sert à rien. Et en plus il fait partie, enfin je veux dire quand après dans la saison 4 tout le monde veut sa peau, même lui il dit on va faire sa peau mais c'est vrai qu'il dit on va faire sa peau à Papa Hoodwink, mais on sait pas si c'est dans le livre 5 où on nous apprend définitivement que c'est vraiment son père. Et c'est un personnage alors qui n'a ni queue ni tête, mais c'est du Jonathan Cohen tout craché. Et alors pour le coup ce qui est intéressant c'est que comme pour Kaamelott, on sent que Simon a quand même écrit des personnages pour des comédiens. Certains comédiens, on sent qu'il les a écrits pour lui. Et Jonathan Cohen, ça fait partie. Enfin, Jonathan Cohen, moi je sais que sur une des dédicaces que j'ai fait, Alban Lenoir m'a juré, plus que juré, qu'il n'a pas respecté un seul des dialogues écrits par Simon Astier, mais que c'était fait exprès, que Simon Astier l'a laissé partir. Ça se voit qu'à mon avis, il devait être en mode impro total. Je reviens du futur. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? C'est pas joli. Que des magasins de safran. Ouais, les gens d'Inde sont venus chez nous. Ils ont tout envahi. Alors super pour épicer les plats, mais pour la vie, non. Voilà, et donc pareil, il a une évolution sympa parce qu'au départ, il travaille à Hoodwink et puis il va faire partie de la résistance de Ducos et puis voilà, et puis il va faire partie des instigateurs de la révolution. C'est pas d'où il sort. Puis il s'appelle Julien Crocodile quoi. C'est une série. Malheureusement au niveau du scénario, voilà, des passages machin, c'est pas toujours très équilibré, c'est très frustrant, il y a plein de trucs qui sont pas très logiques et tout ça. De par les coupures, avec la production, machin et la tout. façon dont ça a été produit, les temps d'épisodes et tout, il s'adapte à chaque fois. Mais globalement en fait, il y a une telle passion, il y a une telle envie de raconter une histoire, de faire un truc, que tu te laisses emporter par le délire, que tu as envie de les encourager. C'est comme de voir une bande de potes qui arrivent à faire un truc au final et t'es content même si ça n'a pas de sens. Et je trouve que aussi pour des personnes, on va dire comme nous, qui ont envie justement de faire du contenu, peut-être des web-séries, des machins, c'est vachement motivant de voir que ce genre de truc existe, parce que tu te dis que voilà, qu'avec pas de moyens, il suffit d'être motivé, d'avoir une bonne idée, d'avoir une bonne équipe, et tu peux faire des trucs qui sont potables et regardables et fun quoi. Et je trouve que c'est vraiment le genre de truc qui manque en France. Le côté je fais ça par passion et pas juste pour faire du fric sur TF1 quoi. Arrêtez de produire Joséphine, produisez du HeroCorp, c'est mieux. Mais non mais c'est vrai, mais bon là on sent quand même que sur les 2 premières saisons il avait un peu moins il avait pas beaucoup de moyens, il en a eu beaucoup plus après, faut avouer, ce qui lui a permis de faire ce qu'il a voulu un petit peu faire aussi, mais
Mais quand on prend en référence les 2 premières saisons, tu te dis que bah voilà, il y a quelque chose à faire effectivement, et que s'il y avait un peu plus de Astier en France, ça serait bien quand même. Voilà. S'ils pouvaient Et en juste plus, c'est une continuer série, la pour lignée le de leur coup- famille. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que la série, effectivement, comme tu dis, il y a ce côté quand même très, très franc du Collier, de montrer que c'est fait avec amour. Vraiment, ça se voit que c'est une série qui est faite avec amour, Qui fait avec passion qui est et faite pas... avec passion. Et tu vois aussi que tous les acteurs, enfin surtout les acteurs principaux, ils kiffent être là-dedans et qu'ils ont envie de continuer, ils vont faire le maximum pour... Enfin ils ont tous fait le maximum pour être là jusqu'au bout, malgré leurs problèmes de disponibilité, machin et tout. C'est vrai que ce qui est intéressant en plus, c'est qu'autant il y a beaucoup d'acteurs qu'aujourd'hui on a l'habitude de voir à la télé, comme Simon Astier, comme Alban Lenoir, Sébastien Lalanne commence à pas mal travailler aussi au cinéma et tout, Hubert Saint-Macary et tout, et puis d'autres qui sont des comédiens beaucoup moins connus, qui sont des gens qui font beaucoup de théâtre, qui travaillent surtout beaucoup dans les festivals, etc. Je pense à l'acteur qui joue Cécile, qui s'appelle Philippe Noël, qui est un très très grand acteur, qui travaille depuis 40 ans ce mec-là quand même, Philippe Noël, et qui fait beaucoup de théâtre, etc. et qui du grand public n'est pas connu. n'est pas connu. Et pourtant c'est un des personnages, c'est un enculé dans le... Bah, moi j'aime bien les enculés, donc... Il le dit dans la saison 4, il dit non mais je suis méchant, John, j'ai toujours été méchant. Bah oui. Ouais, enfin on le savait un peu quand même. Ouais, non mais bon, ça libère, ça fait du bien. Quel est le personnage que tu as préféré toi dans la série alors? Parlons moi, un peu... Ah ouais, quel est mon goût personnage personnel. préféré? Bah moi si vraiment je veux la jouer comme ça, moi c'est Hoodwink, mon personnage Hoodwink préféré. Ouais. Pourquoi? Bah parce que je suis très fan d'Hubert Saint-Macary, donc déjà ça joue beaucoup. Je suis un très gros fan de ce comédien. Et j'adore ce méchant, enfin moi j'aime beaucoup les méchants. On reproche tellement souvent à beaucoup de films, et on le reproche beaucoup aux films de super-héros en ce moment, de ne pas avoir des antagonistes bien écrits. Hoodwink est un antagoniste génial quoi. Donc, surtout que perso, moi je suis pas très fan du personnage de John. Bon, ça n'a rien à voir avec Simon Astier, j'aime beaucoup Simon Astier, mais j'aime pas ce genre de héros, moi, le genre de héros qui super émotionnel, qui est personne ne m'aime, personne me soutient, ça me saoule. Le genre de héros à la Harry Potter là, voilà, moi ça me gave, donc du coup je préfère les méchants. Ouais. Mais c'est vrai qu'Hoodwink, je trouve que voilà, et puis il bénéficie du jeu de l'acteur quoi, qui est extraordinaire. Et puis en termes de personnage, il est très central et il est un petit peu le révélateur de plein de choses, c'est-à-dire qu'il est là et il a une fille, il a une femme qui s'avère être en fait l'ex-femme de The Lord, qui est un autre méchant repenti, il y avait tout un truc à faire là-dessus qu'ils n'ont pas trop exploité non plus, c'est dommage. Donc il y a beaucoup de choses, et puis on apprend jusqu'au bout que c'est le père de Julien. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment le méchant donc, pendant les 4 premières saisons. Et puis dans cette saison 5 où du coup tout est un peu balayé en disant il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de vilain, il est là avec eux, et franchement, comment moi j'ai beaucoup aimé toute cette partie-là. À un moment, il bute un mec comme ça, et il est super content. Oh putain, je suis ému. Oh putain, ça fait plaisir. Il a des répliques et tout dans la saison 5 qui sont à mourir de rire. Et voilà, donc voilà, moi c'est vraiment mon personnage préféré. Et dans cet épisode spécial Baston, il tue le game. Parce que tu te demandes quand même, parce que c'est un civil, hein, c'est pas un héros. C'est un vrai personnage, un civil, un méchant qui par diverses manipulations arrive à être à la tête d'HeroCorp à la fin de la saison 2 quand même, mine de rien. C'est de là tout par son truc. Mais il a aucun pouvoir. Tu te poses la question de savoir quand même comment il fait pour imposer, même s'il arrive à imposer son côté vilain, mais on sait pas trop s'il sait se bastonner, machin et tout. On sait pas trop comment il est arrivé là. Donc il arrive quand même, parce que d'ailleurs il y a le mec qui est son bras droit qui lui dit Oh là, excusez-moi de pas ressembler à un petit premier de la classe, hein, avec une petite barbiche, là, des petites lunettes, hein, des petits cheveux. Mais c'est grâce à ma tête de petit premier de la classe que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Parce que personne se méfie. Et il fait tout à coup de valise de billets, de machin et tout, mais après il a quand même des mecs armés avec lui et tout. Mais lui en soi, on se dit il a pas de pouvoir machin, bon. Et l'épisode de la baston et tout, il y a un gros, qui est censé être tu sais, c'est le boss ultime dans les jeux vidéo. Là c'est le boss, tu vois, tout le monde se fait démonter la gueule par lui, pourtant il y a Klaus, machin, tout le monde s'y met, tu vois. Et lui arrive, il te met une clope au coin du bec, il allume une clope, et là la mise en scène est super, la réal est géniale, il y a une musique en mode duel, machin et tout, et là il vient, il fait un petit décalage, et là il lui met juste un coup dans le dos comme ça, et le mec tombe à terre comme une merde, et tu fais oh il est classe. il tue le truc quoi. Il est classe. Donc pour tout ça, moi, Hoodwink. Et j'avoue que j'ai aussi, mais du coup je l'ai pas, j'ai préféré choisir Hoodwink, mais parce que ce personnage apparaît que dans les 2 dernières saisons, mais faut avouer que j'ai une petite faiblesse pour Duco aussi,
qui est un des plus forts nouveaux personnages comme ça qui est arrivé en cours de série. Donc c'est le seul qui a une belle cohérence, un bon développement, machin, et moi je pense que c'est du coup aussi mon personnage préféré. Moi. Parce que toi en plus toi t'as suivi l'histoire du livre avec le livre interactif, voilà. Et bon, moi j'aime bien Hoodwink aussi, mais alors le truc c'est que moi je trouve que c'est un peu le super vilain classique entre guillemets. Voilà. Et moi j'aime bien quand il y a une petite valeur ajoutée en plus, tu vois, enfin... Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien Duco, parce que déjà j'aime bien les personnages un petit peu neutres, genre qui agissent selon leurs propres ambitions à eux. Ils sont ni bons ni mauvais. Voilà, sans avoir vraiment de notion de moralité, il fait juste, voilà, moi j'ai réfléchi, je pense que ça c'est la bonne solution par rapport à, on va dire, ma réflexion subjective, et je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver, et j'ai pas trop de morale à côté, et moi j'aime bien ce genre de personnage, alors peut-être que c'est parce que je me sens un peu proche de ce genre de personnage aussi, je sais pas. Voilà, j'aime bien ça. Je peux comprendre. Ouais. Et donc, et comme j'ai lu le livre interactif aussi, il y a aussi un côté qu'on n'explore pas vraiment de Duco dans les saisons où il apparaît, c'est qu'il peut être très drôle aussi. Hein. Il a un côté un peu pince sans rire, qui est très marrant. Et par exemple, dans le livre interactif, il a un moment un dialogue avec Doug aussi, qui est mon deuxième personnage préféré, où justement, en fait, Duco lui dit « Mais alors, c'est quoi ton pouvoir, toi, exactement ?» Et donc Doug lui explique, machin. Et Duco juste s'amuse pendant 10 minutes à raconter tous les mensonges possibles, juste pour le faire chier. Et il s'éclate à mort et dit oh t'inquiète pas, je le referai plus jamais de ma vie, je te promets. Et donc il se fiche comme ça en permanence, je me dis mais arrête, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop drôle, je me suis dit mais zut, c'est ce genre de scène là qui aurait pu être vraiment énorme aussi. Petites scènes comme ça qui sont pas très importantes mais qui aident aussi à faire apprécier les personnages quoi. Et c'est vrai que du coup il a un background intéressant. Et pour revenir sur les personnages, c'est vrai que j'ai un personnage que j'aime bien aussi. Mick en fait, je trouve que c'est un des rares personnages hyper principal de la série qui n'a jamais le même truc dans chaque saison, qui a un vrai développement. Parce que dans la saison 3, il se fait mordre par une bête, donc il va y avoir une évolution. En plus, il va à moitié devenir une bête dans la saison 4, et puis finalement, l'amour va le faire redevenir humain et tout. Et non, mais c'est con, mais pour le coup, voilà. Jusqu'à ce que dans la saison 5, il soit maître de lui, quoi. C'est vrai que Mick, il a vraiment, je pense que c'est peut-être le personnage qui a le meilleur développement. Sur tout le long, toute la série, sur les 5 saisons. Doug a un bon développement aussi, mais lui c'est plus... Enfin il a été forcé entre guillemets dans ce développement vu que Klaus n'était pas là en fait. Alors que Mick c'est... Ok. Mick il a vraiment fait son développement tout seul par lui-même, parce qu'il a compris des choses par rapport à lui-même. Parce que Mick en plus, pour la petite histoire, dans la série, c'est le fils de Cécile, le maire, qui lui est plutôt, alors il est plutôt du côté des gentils au départ, mais qui est plutôt une ordure en fait. Oui, il a toujours été une ordure. Et donc il a grandi dans l'ombre de son père, et donc au départ il aime pas trop John, il veut faire comme son père, machin, et puis finalement il va se développer tout seul, il va s'émanciper un peu à partir de la saison 2, et il va faire ça, son propre truc, et en plus du coup quand il se fait mordre par la bête, bah du coup il tombe du côté des méchants, pendant la saison 4 il est avec les méchants tout le long, là, amoureux de Claudine. Et puis pour finir sur les personnages préférés, il y a un petit personnage que j'aime beaucoup parce que moi je sais pas si les gens connaissent, mais je veux dire Captain Canada, que j'aime beaucoup aussi parce que c'est Michel. Son pouvoir c'est d'être canadien. Son pouvoir c'est Captain Canada. Mais c'est parce que c'est Michel Courtemanche, et c'est quand même, il faut reconnaître à Simon Astier, mais t'as l'air chercher ce mec là. Parce que autant au Québec il travaille toujours plus ou moins un petit peu, mais il est beaucoup producteur et réalisateur maintenant. Il était, pour ceux qui le connaissaient, il était humoriste dans les années 80-90, il s'est fait connaître avec des sketchs très visuels, surtout comme La Batterie. Et du coup il s'était un peu retiré de tout jeu de comédien, il produisait, il réalisait, et c'est même lui qui avait du coup géré l'adaptation québécoise de Caméra Café à l'époque. D'accord. Voilà. Et donc Simon Astier étant un vrai gros fan, il lui a fait du rentre dedans, et c'est un des personnages qui a eu l'un des acteurs qui a eu le plus de mal à avoir, parce que Courtemanche lui a dit non 3 fois avant de lui dire oui, juste pour les scènes de la fin de la saison 1 déjà, qui est à Montréal, ils sont allés tourner à la fin. Et puis après, comme il a aimé faire ça, il est resté fidèle à Simon Astier et il a continué. C'est le personnage qu'on a perdu après la saison 4 par contre, Captain Canada. Mais dans la saison 4 il est pas mal parce que avec la zonzon et tout. Et du coup c'est ça aussi qui est marrant, c'est le côté mix entre français, québécois, machin. C'est assez drôle surtout d'avoir Claudine par exemple qui est super vilaine avec un accent québécois. Qui est censée être la demi-sœur de John en plus quand même. Ouais mais oui c'est ça, en plus c'est sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle, oui. La sœur jumelle, pourquoi elle a un accent québécois et lui il est français, tu sais pas pourquoi, mais bon bref on s'en fout. Après j'aime bien Elena aussi, elle a un bon développement. Elena qui est donc l'espèce de fille qu'on a vendue à John pour son inauguration de super méchant là, qui au départ est juste un objet sexuel et au final elle se développe super bien aussi avec des propres ambitions et tout ça. Et non j'aime bien ce personnage aussi, c'est un bon personnage féminin parce que le problème aussi c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages féminins
dans cette série quoi. Surtout dans les dernières saisons, un petit peu moins dans les premières. Bah surtout qu'après il y a déjà pas énormément de personnages féminins et en plus je trouve qu'il n'y a pas énormément de bons personnages féminins, ils sont tous assez stéréotypés. Bon après moi c'est pas que ça me dérange tant que ça parce que voilà, moi je demande pas forcément avoir un quota de personnages féminins, moi du moment que les personnages je les apprécie je m'en fous tu vois. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin surtout de filles du coup, qui ont ragé sur ça, du problème des personnages féminins, le fait que celle qui est quand même beaucoup mise en avant c'est Jennifer et que c'est vraiment pas un bon exemple de personnage féminin. Après c'est voilà. Elena dans les 2 dernières saisons. Après voilà, Elena par contre est très bien je trouve, même Claudine elle est bien aussi je trouve dans son développement, tout ça. Marie aussi, voilà, qui a un très bon personnage féminin aussi, mais à part ces trois-là, voilà, les autres, je trouve qu'elles sont soit pas très bien exploitées, soit beaucoup trop stéréotypées. Ouais. Voilà. En plus, Marie, il développe beaucoup sa vie sexuelle parce oui, que. Oui, c'est que c'est quand même censé être la mamie gâteau, gentille, machin, mais elle a quand même une vie sexuelle bien active et tout. Elle se tape Valure dans la saison 3. Le Scandinave. Après, dans la saison 4, vous avez pas vu Valure? Bah non, pareil, Valure il disparaît aussi entre la saison 3 et 4, on pense qu'il est mort, mais du coup, non, ne vous inquiétez pas, c'était juste un coup, machin, bon. Et puis après, c'est Steph qui est mais Steph, c'est bien parce que là, on l'imagine bien. En fait, quand il lui fait son discours dans la saison 4 en disant attends on se connaît depuis 20 ans machin et tout, de par le passé des autres saisons, de comment ils communiquent dans les 2 premières saisons machin, ça colle, ils se connaissent très bien et tout, et donc et ça ça marche bien. Après, tous les personnages féminins sont des love interests. Tous. Ils ont tous une relation amoureuse avec un personnage masculin à un moment donné. Non, pas la mère de John. Oui, mais elle était mariée du coup au père de John. Oui, mais. Enfin, oui, mais tu vois, elle a quand même eu une histoire, tu vois. Enfin, bon, alors que tous les personnages masculins sont pas forcément. Elles vont pas tous finir vieilles filles quand même. Non, pas toutes, mais peut y en avoir quand même quelques-unes qui existent sans forcément avoir donné qu'à côté. C'est vrai que j'aurais bien voulu voir un personnage féminin un peu à part. Ouais, qui travaille pour elle-même, pour son... Ouais. Après, je dis ça encore une fois en mettant du point de vue des gens qui ont ragé là-dessus. Moi, ça m'emporte pas trop. C'est pour faire plaisir aux féministes. Voilà, c'est pour vous faire plaisir, mais c'est vrai que voilà. Non, c'est pas faux. C'est pas faux, comme dirait un autre personnage d'une autre série. Ouais, on ne citera pas. Voilà, donc si vous voulez pas louper HeroCorp, voilà, franchement allez-y, il est pas très cher de base, c'est un coffret qui vaut 70 €. Mais il est en forte baisse de prix ces derniers temps, vous le trouverez à 50-60 € dans les magasins Fnac, Cultura et autres. Voilà. Après il y a aussi Netflix qui a toutes les saisons. Voilà. Donc, saison 1 à 5, en plus avec les formats longs, pas avec les formats courts, donc avec des bons formats. Moi j'ai tout regardé en genre un mois, un truc comme ça, parce que c'est pas très long quand même à regarder. En fait le seul format chiant c'est la saison 3, parce que les autres formats ça va. Mais la saison 3, le format 7 minutes est un peu relou. Il y a tout sur Netflix, et pareil pour les web-séries, vous pouvez les trouver très facilement sur internet aussi si vous avez pas forcément l'argent pour les DVD. Vous allez sur Studio 4. Donc voilà, sur HeroCorp, ce qu'on pouvait vous dire, ce qu'on avait envie de vous dire. Ouais. Et encore, il y a beaucoup de trucs à dire. Il y a encore beaucoup de choses, on pourrait encore parler de plein d'autres personnages, on pourrait parler de plein de secrets de tournage. Nous on est contents d'avoir fait ce petit crossover, j'espère que ça en amènera peut-être à d'autres. Et n'oubliez pas d'être sur la chaîne des Tabliers Ronds si jamais vous n'avez pas capté qu'il y a eu une transition. Voilà. Parce que nous, les filles étaient avec nous, c'est vrai, elles ont cartonné, on est contents, elles ont fait des bonnes vidéos et elles ont leur propre chaîne maintenant, donc allez les voir, n'oubliez pas, ça serait bien de pas les lâcher, elles font des trucs super bien, les opinions OSEF, les bar reviews. On continue globalement de faire la même chose que ce qu'on faisait sur cette chaîne avec d'autres trucs en plus. Voilà, c'est vraiment la même chose, donc essayez de suivre sur leur propre chaîne maintenant et on mettra le lien sur cette vidéo, on vous mettra le lien aussi. Et comme on s'empêchera pas de refaire des crossovers aussi à ce moment-là. Et ben voilà, merci. Merci de nous avoir C'était sympa. Merci de m'avoir invité. Ouais, c'est moi qui ai invité pour la vidéo, mais on la tourne chez elle et tout, c'est tout un truc. Ouais. Mais voilà, donc écoutez, bande de fools, à bientôt j'espère. Et puis HeroCorp, together, welcome. Salut. Ciao.